Pour moi, c'est vraiment la base de la transformation, enfin de toute transformation, mais de la transformation digitale, puisque c'est ça qui me concerne. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'un CDO, il peut avoir les meilleures idées du monde, ça peut être un gourou absolu sur le digital, vouloir révolutionner, et d'ailleurs ça s'est vu, et vouloir avoir des idées complètement innovantes et disruptantes. S'il n'arrive pas à embarquer le métier pour mettre en place les solutions, il ne se passera rien. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser ? Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI. Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une ETI industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous représenter parce qu'il est déjà passé dans le podcast, Alexis Denervaux qui est CDIO de Tereal. Salut Alexis. Salut Bertrand. Bon, aujourd'hui on va faire un podcast qui est dédié donc à la saison 2 qui est la révolution numérique dans l'industrie. Et Alexis va nous parler d'un projet particulier qu'il a mené avec Tereal sur un projet de maintenance connectée. Mais avant ça, Alexis, est-ce que tu peux te représenter rapidement et expliquer ce que fait Tereal ? Même si je suis sûr que les gens visualisent la marque, mais peut-être se disent « je ne sais plus où c'est que je l'ai vu ». Exactement, comme souvent. Alors, donc moi, je suis Alexis Denervaux, j'ai 46 ans. J'ai rejoint Tereal il y a 4 ans en tant que CDIO. Donc, CDIO, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Chief Digital and Information Officer. Bon, c'est un peu pompeux, mais en grosso modo, c'est une double casquette. Je suis en charge, en fait, à la fois je suis directeur informatique du groupe et directeur de la transformation digitale du groupe. Voilà. Avant ça, j'ai travaillé un peu moins de 10 ans chez Saint-Gobain. Avant ça, chez Total, avant dans le conseil. Donc, avant Tereal, en fait, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes du CAC 40 principalement. Et donc, depuis 4 ans, Tereal, entreprise plus petite. On doit avoir à peu près 3600 salariés dans le monde. Et c'est un groupe qui est un groupe industriel français qui existe depuis 150 ans et qui est un acteur de référence dans les matériaux de construction en terre cuite. On a en fait plusieurs activités et on crée en fait des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment. Et ce, à travers 4 activités principales. La couverture, donc c'est pour cette activité qu'on est le plus connu, les tuiles donc. Le solaire, activité plus récente, mais qui vraiment se développe significativement depuis quelques mois. Quand tu dis solaire, c'est, pour être certain de comprendre, c'est panneaux solaires ou c'est les tuiles solaires type Elon Musk ? Non, c'est panneaux. Panneaux, ok. C'est panneaux solaires. Et ensuite, on a une activité structure, donc des éléments. Alors ça, c'est moins connu parce qu'on ne le voit pas en général. Ce sont les éléments qui permettent de construire une maison. Donc en général, c'est peint. Sinon, c'est que la maison n'est pas terminée. Donc ce sont des choses qu'on voit moins, mais qui représentent une part significative de notre activité. Et la dernière, façade décoration, qui sont donc des éléments en terre cuite, peints ou non peints, qui permettent de décorer des immeubles, des bâtiments, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'activité principale de Tereal, sachant que Tereal a racheté assez récemment un groupe industriel basé en Allemagne qui s'appelle Creaton. Donc on les a rachetés il y a à peu près 1 an et qui, eux, ont une activité, disons, grosso modo similaire. Bon, avec quelques différences quand même, mais surtout qui nous permet plutôt d'être présents en Allemagne, mais également en Pologne et sur toute l'Europe du Sud, l'Europe du Sud-Est. Ok, donc c'est un compte allemand, tu as dit ? Ouais, c'est une entreprise en fait qui s'appelle Creaton. Donc la marque existe toujours, c'est Creaton, qui est donc un groupe industriel allemand. Ok, c'est rare qu'une boîte française industrielle rachète une boîte allemande industrielle. C'est pour ça que je t'ai fait redire pour être certain. Non, mais effectivement, c'est assez rare. C'est souvent plutôt l'inverse. Mais c'est pour ça. C'est voilà. pour ça. Et là, et donc ça nous permet d'avoir une activité, en fait, un gros développement d'activité en Europe.
et avec les activités qu'on avait déjà, qui est notamment en Italie, aux États-Unis. Donc maintenant, on a un périmètre en Asie un peu, on a un périmètre vraiment plus international que précédemment. Ok, super intéressant. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, tu disais que tu avais travaillé plutôt dans des grands comptes. Bon, ça reste une belle grosse TI en termes de 3600 salariés partout dans le monde. C'est pas petit non plus. Non, non, non. Non, mais par J'imagine. rapport à Saint-Gobain où j'étais avant, où ils sont, je sais plus, 100, je sais pas, plus de 100 000, Oui, voilà, ok. c'est sûr qu'on dirait. Et surtout, bon, voilà, d'un point de vue DSI, les moyens, je veux dire, n'ont rien à voir. D'accord. C'est une question de Voilà. moyens aussi. Ce que tu veux dire, c'est que Ouais, c'est une question de moyens autant en ressources. Voilà, la DSI de Saint-Gobain, il me semble que c'est entre 1000 et 1500 personnes dans le monde. Moi, ma DSI, c'est une cinquantaine de personnes, quoi. Ok. Oui, Voilà. le ratio est pas le même non plus. Non, 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 non. Ok, Donc, du coup, d'accord. forcément, on est plus contraint. Enfin, voilà, mais bon. Mais c'est, enfin, à titre personnel, je trouve ça vraiment très intéressant. Ok, super. Et donc, du coup, vous avez combien d'usines dans le monde? Alors, question piège. Non, en fait, Ouais. pas question piège. Non, mais pour se Non, rendre non, compte. non, on en a 21 en France. Ok, 21 Mais en France. après, si on rajoute, si on rajoute Créaton, etc., là, comme ça, je ne saurais pas Ok. te dire. Non, mais Mais déjà 21 en France. Et donc, du coup, voilà. par rapport à ce dont on voulait parler, des projets de maintenance connectés, aujourd'hui, piloter à distance et avoir une vue agglomérée de la santé des équipements, c'est important, voire critique pour vous. Et toute cette révolution de l'IoT, cette promesse-là de maintenance connectée, toi, tu l'as abordé cette question il y a combien de temps et quand ça s'est lancé quand ton premier projet IoT du coup? Ouais, alors, alors, nous, en fait, nous, on appelle ça maintenance prédictive. Ok, Plutôt que. Alors, bon, après, ça revient au même, hein. Mais parce que dans la maintenance connectée, en fait, il y a plusieurs types de maintenance. Il y a maintenance prédictive, maintenance adaptative. Et nous, ok, on est à la première phase, qui est donc la maintenance prédictive. Et alors, la maintenance prédictive, pour schématiser, qu'est-ce que c'est? La maintenance prédictive, en fait, l'idée, c'est d'arriver à anticiper des pannes de machines sur des lignes de production de façon à éviter un arrêt brutal d'une ligne de production et donc anticiper cette panne pour pouvoir réparer avant un arrêt brutal non maîtrisé. Donc ça, c'est le constat de base. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Disons qu'une partie de mon travail ayant la casquette de DSI, mais aussi la casquette de directeur du digital, j'ai une grosse partie de mon travail qui consiste à faire de la veille technologique. Comme je l'avais déjà dit dans la précédente interview, moi, je ne suis pas du tout dans une logique d'aller faire du digital pour faire du digital, ou disons, de faire du digital pour faire de la com sur du digital. Moi, mon objectif, il est très clair. À chaque fois que je lance un projet digital, que ce soit industriel ou autre, il faut que ce projet réponde à un business case bien précis, qui a un ROI identifié. Donc, ROI, ça peut être un retour sur investissement ou ce que j'appelle un risque de ne pas faire, ou risk of ignoring, type cybersécu, par exemple. Mais voilà, donc partant de ce constat et partant de cette stratégie qui est vraiment de faire du digital pour apporter de la valeur au business, en fait, le projet il a démarré assez simplement. C'est qu'il y a 2 ou 3 ans, on a commencé à analyser sur nos lignes de production qu'est-ce qui pouvait être optimisé, qu'est-ce qui générait de la perte de production. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Terreal, en fait, c'est un process de production continue. C'est-à-dire que nos lignes ne s'arrêtent jamais. ok. Et donc, à chaque fois qu'il y a une panne machine, on est forcément obligé d'arrêter la ligne et après, il faut la relancer, donc, etc., etc. Donc, l'idée, ça a été de se dire, aujourd'hui, nos machines, certaines machines cassent, un ventilateur, un moteur ou je ne sais quoi, et donc, ça génère tant de pertes de production. Est-ce qu'en anticipant une panne, et en remplaçant le moteur, la pale du ventilateur ou telle autre machine avant cette panne, on serait capable d'éviter ou de réduire en tout cas ce temps d'arrêt ou de réparer pendant un temps d'arrêt prévu et ainsi avoir une production, des taux de production améliorés. Donc, bon, la réponse a été assez vite oui. Ce qu'il a fallu d'abord, c'est chiffrer ce que ça pouvait représenter. Mais ouais, Parce clairement. encore une fois, en fait, on met toujours en parallèle l'investissement qu'on doit faire, le CAPEX, versus voilà, qu'est-ce que ça peut rapporter
financièrement ou en termes de production. Donc, on a fait l'exercice, on a fait un business case et très vite, on est arrivé à la conclusion que oui, il y avait clairement du gain à aller chercher et que donc, il fallait absolument lancer ce projet dans les meilleurs délais. Ok. Et là, révolution technologique, donc c'est ta veille, te permet Ouais. d'identifier que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Donc, tu vas creuser. Et là, du coup, Mhm. tu vois avec les métiers qu'il y a des pannes qui se font, donc somme toute, c'est normal. Mhm. Là, le moment où tu dis, en fait, il va falloir qu'on chiffre ça grosse maille, est-ce que c'est toi qui le fais à l'interne? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est un cabinet de conseil? Est-ce que, enfin, tu vois, comment tu fais sans investir non plus des masses et des masses de kilos euros? Premier. Ouais, c'est une très bonne question. Comme toujours, Bertrand, tes questions toujours à propos. Non, mais vraiment, c'est une très bonne question. Oui, en fait, on a fait intervenir un cabinet de conseil à un moment. Mais en fait, le cabinet de conseil, au départ, il n'est pas intervenu pour ça. Il est intervenu pour une problématique de logiciel de MES. Ok. Donc, qui est un logiciel qui permet également d'analyser de la data pour ensuite optimiser la production. Et dans le cadre, en fait, d'une mission sur la pertinence et l'efficacité du MES de l'époque, eh bien, en fait, il y a eu on a élargi le scope et le cabinet nous a dit, écoutez, voilà, par rapport à vos process de production, par rapport à vos problématiques, il y aurait, mais c'était vraiment très, très macro, ça mériterait de creuser. Voilà, ça serait intéressant de creuser ça, ça, ça. Bon, mais après, j'ai absolument rien contre le conseil, mais disons que c'était quelque chose qui était assez théorique. Et ensuite, on est rentré dans la seconde phase qui consistait à voir avec le métier, avec la direction industrielle, en matière de chiffres, qu'est-ce que ça pouvait représenter, sur quelle usine, pourquoi telle usine plutôt que telle usine. Et donc, c'est là que je fais le lien avec la partie IT, les problématiques de cybersécurité associées, parce qu'on va y venir après, mais toutes ces solutions sont des solutions en général en SaaS, et donc qui impliquent des connexions Internet de notre réseau vers l'extérieur, et donc un risque cyber qui augmente. Et voilà. Et donc ensuite, on est rentré effectivement dans toute cette phase d'analyse qui a été faite en interne. Alors, attends, juste pour reprendre. Donc, en fait, tu avais un cabinet de conseil qui travaillait avec vous sur une partie, donc le MES, donc qui avait une vision assez large quand même de ce que vous faisiez et qui vous a dit là, il y a Ouais, peut-être un enjeu, mais il n'a pas poussé. Et là, c'est toi et tes équipes qui voilà. avaient, et les métiers, enfin l'entreprise, qui avaient creusé le ROI possible, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a creusé le ROI possible. Ensuite, on a commencé à regarder ce qu'il y avait comme solution sur le marché. Et moi, je suis assez friand des benchmarks avec d'autres groupes industriels, alors qui ont des activités qui peuvent être assez différentes, mais des problématiques métiers similaires. Là, en l'occurrence, il me semble qu'on avait discuté de ça avec le groupe SEB. Ils avaient également des problématiques liées à la maintenance prédictive. Et donc, grâce à ça, en fait, à ces échanges, on a identifié quelques solutions. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, essayons de creuser avec ces solutions-là, mais vraiment à titre exploratoire. On Ok. parle, on parle même pas de pilote, hein. C'est Ouais, mais du vraiment un coup, titre exploratoire. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de trouver des directeurs d'usine qui sont motivés par le projet, parce que sinon, si on n'arrive pas à embarquer de toute façon la direction industrielle et qu'ils n'y trouvent pas un intérêt personnel, bon, finalement, ça ne sert à rien. On peut essayer de pousser ce qu'on veut, à la fin, on n'y arrivera pas. attends, Donc, par rapport à ça, Alexis, juste pour être sûr de comprendre, puisque tu vas vite et moi, je veux être certain d'avoir bien compris les ouais, détails. Il y a, donc, dans ce que tu dis sur les métiers, là, tu disais en fait, attention, même si moi, je vois qu'il y a un potentiel de gain, s'il n'y a pas des gens qui veulent investir le temps nécessaire pour la mise en place de ce POC, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, sinon, je vais me battre avec les métiers pour qu'ils prennent le temps d'eux et ça ne marche exactement. pas. Donc Ouais, on revient sur les problématiques de ressources management que moi, je vois chez AirSAS où je dis, en fait, ça ne sert à rien de planifier tous les projets que vous voulez. C'est quel est le temps que le métier a cette année ou ce trimestre-là sur les exactement. projets, quoi. C'est le Exactement. problème. C'est le Non, mais premier truc. complètement. En fait, on se rend compte que le goulet d'étranglement, quand on commence à suivre, justement, avec des outils comme le tien, hein, comme AirSAS, quand on commence à suivre en fait la charge des équipes et c'est ce que ce type d'outil permet de faire de manière très efficace, on se rend compte assez vite en fait que le goulet d'étranglement, il est, en tout cas chez nous, Au il est niveau très métier. souvent côté métier. C'est-à-dire OK. qu'en fait, ce sont des gens, si on prend la maintenance prédictive, ça va être un responsable maintenance d'un site, par exemple. Qui ne va Et pas le faire autre chose responsable, en faisant ça.
clairement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça se rajoute sur le reste. On ne va pas lui dire, bah, tu arrêtes, tu n'as plus ton poste de responsable maintenance du site. Il a ça et ça se rajoute au-dessus. Donc, si la personne n'est pas motivée et n'y voit pas un intérêt personnel en se disant, bah, ça peut améliorer mon quotidien, et donc, je considère qu'investir du temps, c'est un investissement, mais in fine, je vais y gagner quelque chose. Bah, on peut pousser ce qu'on veut, à la fin, il ne se passera rien. Ok, très clair pour ça. Moi, je plus sois dans toutes les organisations et les sites que j'interviewe. Au final du final, c'est la conclusion de Ah, mais c'est la base. comment. Pour moi, c'est vraiment la base de la transformation, enfin de toute transformation, mais de la transformation digitale, puisque c'est ça qui me concerne. Bien sûr. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'un CDO, il peut avoir les meilleures idées du monde, ça peut être un gourou absolu sur le digital, vouloir révolutionner, et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, et vouloir avoir des idées complètement innovantes et disruptantes. Si le métier S'il n'arrive pas à embarquer le métier pour mettre en place les solutions, il ne se passera rien. Très clair. Et du coup, voilà, c'était une petite aparté, mais je voulais être sûr. Et après, tu parlais donc du coup du choix. Vous êtes allé faire un peu le benchmark des solutions. Tu dis que tu allais voir les solutions qui étaient déjà sur le marché utilisées par des entreprises qui ont des problématiques similaires à tienne pour aller plus vite dans un premier benchmark. En fait, avant ça, il y a un truc que je n'ai pas bien compris, c'est j'imagine que vous avez plein de machines différentes qui tombent en panne et que du coup, c'est compliqué, ou alors peut-être que je dis une bêtise, qu'une solution puisse fonctionner sur toutes les machines. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a un aller-retour entre quelle machine on pourrait cibler et quelle solution est sur le marché, ou est-ce que non, c'est pas comme Non, ça? alors en fait, pour une fois, je vais te contredire, mais en tout cas chez nous, Ouais, il se trouve qu'en fait, le principe de la maintenance prédictive, enfin en tout cas des solutions qu'on a trouvées, c'est grosso modo assez souvent le même. C'est que ce sont d'accord. des boîtiers autonomes. Donc c'est un petit boîtier autonome. Donc autonome dans le sens où il n'y a pas besoin qu'il soit connecté en filaire. Voilà. Donc Ok. il fonctionne avec un réseau basse fréquence, type réseau LoRa. Et Sigfox c'est ou un Laura, petit ouais, c'est boîtier ça? en fait que tu vas mettre sur une machine et qui va analyser mais des données en fait qui sont finalement à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire chez D'accord. nous, ça va être de l'analyse vibratoire. Et en fait, on se rend compte dans l'industrie qu'une machine qui a un fonctionnement normal, elle va émettre des vibrations à certaines fréquences, qui sont donc les fréquences, la borne de fréquence qui est considérée comme un fonctionnement normal d'une machine. Et donc, à partir du moment où les fréquences de ces vibrations vont sortir de ces bornes qui ont été prédéfinies lors de l'analyse en fonctionnement normal, on va considérer en fait que la machine se détériore et qu'il y a potentiellement une panne à venir. Et ça, en fait, que ça soit un moteur, que ça soit un ventilateur, que ça soit… voilà. Alors, il y a les données vibratoires et les données de température. Et en général, en tout cas chez nous, en analysant ces deux données, les vibrations et la température, ça va couvrir 90% de types de panne et de types de machines qu'on utilise dans nos processus de production. Et ça, pour être certain de comprendre, donc ce boîtier-là avec Sigfox LoRa, il se met sur la machine, il ne se connecte pas à l'électronique embarquée, c'est vraiment des capteurs qui Ouais. se connectent à l'électronique de la machine? Non, 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 pas Non, du tout. voilà, Non, il est non, vraiment non, à non, l'extérieur et il capte les données. ouais, c'est vraiment c'est un boîtier qui a des. Bah, c'est comme un iPhone. OK, Aujourd'hui, ça permet d'analyser des vibrations, enfin, je ne sais quoi. Mais c'est la même chose en fait. Donc, c'est un petit boîtier qu'on connecte de manière autonome sur une machine, OK, alors à l'endroit qu'il faut. Et lui, il analyse ses données et puis il tourne. Il analyse les données pendant 6 mois, et donc il définit des bornes normales de fonctionnement de la machine d'accord, en OK. question. Et puis après, bah, si la machine a un taux de vibratoire ou une température qui sort des bornes de fonctionnement normal, hop, il balance une alerte. Ok, très clair. Et ça, quand tu as cherché les solutions SaaS, tu le savais ou c'est les solutions SaaS qui t'ont fait le feedback de dire, bah, en fait, quand on voit par rapport à d'autres entreprises, globalement, avec ces deux informations, donc la température et l'analyse vibratoire, et en 6 mois,
on est capable d'avoir un profil d'utilisation normale. Et donc, du coup, à partir de 6 mois, de vous donner là-dessus ou vous l'avez appris après? Non, je dirais qu'on l'a appris avec eux. Avec OK, eux. Je dirais. d'accord. Je Donc là, tu dirais. as bénéficié de l'expertise des solutions que tu avais Ouais. benchmarkées. OK. Donc, Mais après, en fait, des solutions, il en existe plein, mais de celles qu'on a vues, en tout cas, qu'on a benchmarkées, il y a pas de gap technologique énorme entre une solution et une autre. Voilà, OK. c'est grosso modo. Elles font toutes à peu près la même chose. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu plus avancées que d'autres. Il Mais y en a qui globalement, vont c'est mettre en avant la précision, qui vont mettre en avant différentes informations, la fiabilité. Alors non, il y a peut-être un élément qui est important, c'est que c'est la capacité de fonctionnement de ces boîtiers à relativement haute température. Une des limites qu'on a rencontrées pour nos fours avec certains boîtiers, c'est que la température maximum de fonctionnement était trop faible par rapport à la température du four ou de la machine sur lequel on voulait le brancher, enfin le connecter. OK. Voilà. D'accord. Et tu parlais donc vous benchmarkez plusieurs SaaS. Est-ce que du coup, le benchmark, vous avez testé plusieurs solutions pour faire votre propre avis sur laquelle est la meilleure ou vous en avez choisi qu'une et vous avez testé qu'une? Ouais, alors là, on peut rentrer un peu plus effectivement dans le processus du projet. Alors, ma stratégie, en fait, elle est à peu près similaire que pour tous les projets, donc dans le cadre pour tous les projets significatifs. Moi, en fait, ce qui m'intéresse quand je lance un projet comme ça, c'est pas de faire un POC et de me dire à la fin du POC, bon, bah voilà, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif, terminé, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, dès que je démarre le projet, ce que j'ai en tête immédiatement, c'est de me dire comment est-ce qu'on va gérer le passage à l'échelle. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Au départ, on a testé 2-3 solutions, entre guillemets, un peu dans notre coin. Donc, on en a testé 2-3 avec des personnes en usine qui sont particulièrement geeks et qui étaient motivées. Il y en a une qu'on a abandonnée très vite, et puis il y en a une autre. Alors, c'est toujours un peu le risque. Hein. Il y en a une qui a pas mal fonctionné, qui a évité 2-3 pannes, mais sans pour autant être la solution, à mon avis, idéale. Mais alors, du coup, comme ça a permis d'éviter 3 pannes, on a plusieurs sites qui ont commencé à se ruer dessus en disant il nous la faut, il nous la faut. Donc, ça, c'est toujours un peu le risque où finalement, tu te retrouves potentiellement débordé et tu as trop de demandes par rapport à ce que tu veux faire. Donc, Problème de riche. Problème de riche. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est top. Alors, ils ont été assez forts parce qu'ils ont communiqué. Ils ont communiqué en fait énormément le prestataire sur ces pannes qui avaient été évitées en externe. Donc forcément, tout le monde s'est dit c'est la solution idéale. Alors j'ai un peu recadré le truc là récemment, et donc on a décidé en partenariat avec la direction industrielle de lancer un projet qu'on a appelé Smart Maintenance en interne. Et l'objectif en fait, c'est évidemment de prendre en compte cette solution qui est utilisée depuis 1 an ou 1 an et demi sur 3 ou 4 sites, mais de la comparer, de faire un vrai POC, une vraie analyse avec des vrais POC et plusieurs solutions qu'on va mettre un peu sur le grill et tester pour voir s'il se trouve que cette solution qui est déjà partiellement utilisée sur quelques sites s'avère être la meilleure solution, très bien, on aura gagné du temps. Après, moi, je veux être sûr en fait qu'il n'y ait pas mieux. Et donc, du coup, on a lancé ce projet Smart Maintenance sur notre site de Saint-Martin, dans le sud-ouest. Et donc, voilà. Et, alors, peut-être en termes de ressources, parce que je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse souvent, on s'est retrouvé en fait typiquement, alors là, pour le coup, avec un problème de goulet d'étranglement, mais alors pas côté métier, mais côté DSI. Alors pourquoi? Parce qu'on a en fait ma priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est la cybersécurité, comme beaucoup d'entreprises industrielles. Et donc j'ai les équipes IT qui sont vraiment très mobilisées sur la sécurisation de nos sites, enfin la sécurisation software, hardware, la sensibilisation des équipes, etc. Et donc du coup, ce projet, il implique en fait de la modernisation d'infrastructures IT qu'on n'était pas forcément en mesure de faire dans les meilleurs délais, et également la mobilisation de nos équipes informatiques industrielles, donc chez moi,
qui pareil était déjà un peu overbooké. Et donc là, en fait, ce qu'on a décidé, c'est de faire appel à un cabinet avec lequel on a déjà travaillé, qui s'appelle Silad, et qui donc fait l'interface en fait entre les différentes directions métiers et bat un peu la mesure entre les directions industrielles, ma direction à moi, et les prestataires. Donc, identifie les prestataires, fait du screening de solutions, présente les solutions. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver d'ici l'été à avoir 3 ou 4 POC et donc à se décider sur quelle solution sera la solution qui sera déployée au niveau du groupe. Ok. Donc, tu as dit plein de choses et je vais être sûr d'avoir compris comme toujours. Ouais. Donc, en fait, tu avais sélectionné une première solution pour tester, mais un peu dans votre coin. Il y a eu des résultats, les mecs ont communiqué à l'extérieur, donc du coup, ça foutu un peu le bordel parce que du coup, il a fallu rattraper un peu le bébé en disant attendez, les gars, si on doit faire un déploiement, il va falloir que tu testes plusieurs solutions. Donc, tu as dû mettre un petit peu, un peu tranquille, quoi, un petit point. Ensuite, il y a un second point, c'est là, je n'ai pas bien compris. Au niveau de la cybersécurité, à mon sens, de ce que je comprenais, c'est que si tu passes par des LoRa et des Sigfox, tu n'as pas besoin de te connecter à ton réseau, à toi, Wi-Fi ou autre. Donc, du coup, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'étiez pas mature en termes d'infrastructure ou en termes de cyber par rapport à ce projet-là? Ça, c'est une première question. Et la seconde question, c'est donc tu passes par un cabinet. Est-ce que ce cabinet, même si je comprends bien que c'est une question de bande passante, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque, indépendamment de la qualité de son travail, que ça soit vu comme une chefferie de projet externalisée sur un projet qui est critique et où il y a une vraie relation normalement entre DSI et métier, tu vois? Est-ce que c'est pas compliqué de mettre ça en place sur ce type de projet-là? Ouais, alors sur la première réponse, alors sur la partie cyber, effectivement, c'est quand je parle de cybersécurité, je ne parle pas de cybersécurité liée aux solutions qu'on met en place D'accord. à la maintenance prédictive, mais je parle de cybersécurité en général. Et avant de faire du 4.0, et la maintenance prédictive, pour moi, en fait partie, ma priorité absolue en termes de ressources, c'est de sécuriser un site. Donc, ce que je ne veux pas, en fait, je ne veux pas me retrouver avec un site qui va aller faire du 4.0, de la maintenance prédictive ou autre, alors que d'un point de vue cyber, c'est une passoire. Enfin, je schématise, mais Ouais. donc moi, ce que je veux bien que les gens comprennent, c'est que avant de faire du 4.0, on sécurise au maximum de ce qui est possible. On a des systèmes up-to-date, hardware, software, et ensuite, on fait du 4.0. Ok, donc c'était plutôt dans la pyramide de Maslow des besoins. Tu as voulu leur dire, on ne va pas commencer à innover sur une infrastructure qui n'est pas saine. Il vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour assainir les sondations et tout ce qu'on va rajouter par-dessus, au moins on se tient dessus d'où ça vient, quoi. Ouais, exactement, parce que si tu veux, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que dans le cas précis de la maintenance prédictive, vu que c'est un réseau LoRa, on peut le faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, en termes de message, le message qu'on passe est mauvais parce que si en fait on a un site à qui on commence à dire très bien, on fait de la maintenance prédictive du 4.0 alors que d'un point de vue cyber, ils sont complètement en retard, ça fait passer la cybersécurité comme quelque chose finalement d'un peu accessoire. Et donc, l'effet de bord qu'il y a derrière, c'est quand on va aller voir d'autres sites pour leur dire priorité à la cybersécurité, ils vont dire non, mais regardez, tel site, on a fait du 4.0, ça marche très bien, etc. Et donc, finalement, on se tire un peu une balle dans le pied, quoi. Ok, très clair. Donc, c'était plus aussi une question de pédagogie en interne, etc. Exactement, pour prioriser. voilà. Et donc, du coup, le second point par rapport à la chefferie de projet externalisée, je ne sais pas si tu l'appelles chef de projet ou si c'est un autre nom en interne chez toi. Non, alors c'est une bonne question, mais on a un chef de projet. C'était évidemment un risque et c'est un risque qu'on voulait éviter. Donc, on a un chef de projet, mais côté métier. Donc, D'accord, ok. la chefferie de projet, en fait, la compétence qu'on n'avait pas, c'était cette capacité à aller faire une analyse sur le marché des solutions existantes, ce qui prend quand même pas mal de temps, aller faire du benchmark avec d'autres sociétés, etc. Ça, c'est quelqu'un dans mes équipes qui le faisait très bien, mais qui malheureusement a quitté le groupe il y a quelques mois, qui sera remplacé la semaine prochaine. Et donc, dans l'intervalle, on ne voulait pas retarder le projet. Okay. Donc, on s'est dit, on va nommer un chef de projet interne, mais côté métier. Et comme cette personne n'a pas forcément les compétences pour aller faire du benchmarking de solutions, etc., et de la recherche très précise, d'ailleurs, ce n'était pas qu'une question de compétences, mais aussi de temps, on s'est dit qu'on allait externaliser ça
voilà, via… Benchmark de solutions, bien tester, se renseigner sur les sociétés, leur Voilà, capacité. cahier des charges, description technique, enfin, cahier des charges techniques, fonctionnelles, etc. Enfin, spécification, pardon, technique, fonctionnelle, etc. Voilà. Ouais, donc super intéressant. Ok, très clair. Donc ça, j'y comprends mieux. Et le second point, donc du coup, c'est que tu as acté le fait que vous alliez tester plusieurs solutions. Et Ouais. voilà. Est-ce que sur ça, moi, je trouve que c'est parfait en termes de méthodologie, mais par contre, Mhm. tu peux rendre beaucoup plus éloigné le ROI possible parce que ton coût de setup de toute cette phase-là de test, il devient de plus en plus grand. Est-ce que du coup, le ROI était tellement visé et tellement important que en fait, vous pouviez vous permettre de faire de la chefferie de projet externe, de l'expertise externe et du temps sur le benchmark de solutions, plus tester plusieurs solutions? Alors c'est une bonne question. Alors en fait, en plus, ça me fait une excellente transition. En fait, la prestation de SILAD, c'est une prestation qui est subventionnée par la région Occitanie. D'accord, Euh, En fait, dans le cadre, il me semble que c'est le plan France Relance, les entreprises industrielles, pour des projets orientés industrie 4.0, peuvent bénéficier de l'aide subventionnée à 50%, il me semble, vont limiter un certain nombre d'heures, de cabinets qui sont référencés par la région. d'accord. Et donc, du coup, ça nous permet effectivement d'avoir ce cabinet qui nous accompagne, mais avec un coût assez restreint finalement. Parce que Attractif. ouais, disons, ouais, c'est bien. Attractif, c'est bien. Voilà, c'est jamais restreint. Non, attractif, effectivement, car subventionné à 50% par la région. OK. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et le ROI, non, le ROI, en fait, non, il est vraiment important. Il est Ouais, vraiment du tel coup, que je veux dire, même si on avait dû payer 100% du consulting, ça valait le coup. Hein. ouais, en fait, c'est que là, tu es sur un enjeu global de transformation qui peut Ouais. impacter énormément l'entreprise. Et donc, du coup, tu es obligé de faire, t'es obligé. C'est normal de faire step by step et que même si toute la partie POC, cadrage, etc., coûte cher, ben, ça sera, vu que ça va être là pour longtemps et que ça tacle des coûts Ouais. importants. OK. On a suivi exactement le même process pour le MES, hein, notre solution de MES. On a fonctionné. Alors, sauf qu'on n'a pas eu ce cabinet externe qui est intervenu, parce qu'on avait quelqu'un en interne, mais je veux dire, la logique et C'est la même. tout le déroulé, on l'a fait comme ça. Et après, pour moi, pour des projets groupes, on envisage un passage à l'échelle réussi. Si on commence, entre guillemets, à radiner dès le départ sur l'accompagnement, la conduite du changement, enfin, toute cette phase, disons, enfin toute la première phase d'analyse, etc., et qu'on commence à réduire les budgets, enfin, c'est même pas la peine d'y aller. Quoi. C'est-à-dire que forcément, il y a un investissement de départ qui peut être significatif, mais, euh, mais ne pas le faire, en fait, c'est le risque d'avoir un POC qui reste à l'état de POC dans une usine, sur un site, et qui va mourir au bout de quelques mois ou de quelques années et avoir une solution qui n'est utilisée que par personne. Quoi. Choisir, c'est renoncer et il faut choisir ses POC pour pouvoir bien les faire et Exactement. que quand c'est Voilà, fait, pour appuyer sur non, mais le bouton. c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans une stratégie où je préfère faire moins de choses, mais les faire bien et à fond, plutôt que de lancer 50 initiatives en parallèle, mais avoir finalement rien qui aboutit. Mais c'est Voilà. d'ailleurs une des grandes problématiques sur la priorisation du portefeuille de projet. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, quand il y a une problématique de priorisation, c'est qu'on n'a pas bien défini ce qui était vital pour l'entreprise. Ouais, Parce exactement. que souvent, ce qui est vital, c'est déjà tellement compliqué à faire dans une année que, OK, il y a une petite priorisation, mais on a enlevé tout le bruit des milliards de projets qui pourraient être intéressants, mais qui sont beaucoup moins critiques et importants. Et donc, du coup, Exactement. ben, ça Ah, arrive à mais faire. c'est complètement, ouais, mais c'est vraiment complètement ça. Enfin, je pense que c'est vraiment voilà, c'est vraiment un des éléments clés d'une transformation digitale réussie. C'est que, et je pense que le challenge là-dedans, c'est que on est tellement arrosé à longueur de journée de propositions, de solutions, toutes plus innovantes les unes que les autres, etc., que on est vite tenté finalement de se dire, de s'éparpiller en fait, et de se dire bon bah ah, tiens bah ça j'avais pas vu ça, mais ça c'est vraiment ça il faut absolument le faire, etc. Et donc finalement, à force de sollicitations, on perd un peu la ligne directrice qu'on a définie au départ. Et on se retrouve finalement à lancer 50 initiatives avec des niveaux de priorisation qui ne sont pas ceux qui devraient l'être. Et c'est la question de vraiment de toujours se refocaliser sur les objectifs d'entreprise, qu'est-ce qui est vital, Ouais, refocaliser là. d'où le schéma directeur
Moi, j'ai établi un schéma directeur là, l'année dernière. Et en comité de direction générale, j'y étais la semaine dernière. Là. Enfin, toute la direction, on a eu notre comité de direction générale. Et systématiquement, je repars de ce schéma directeur. Je reprends mes 7 piliers, les projets associés à chacun de ces piliers, et je les passe en revue. Et voilà, et je ne dérive pas de cette ligne directrice. Parce que sinon je veux dire, sinon on s'en sort jamais. Ok, donc du coup, là, vous avez lancé vos… du coup, combien de solutions? Trois, tu m'as dit? Trois POC? Ouais, a priori, ouais, 3 ou 4. Trois ou quatre. Ok, ouais, donc vous faites vraiment les choses en mode benchmark, etc. Ouais. Est-ce que tu t'es mis dès le début la contrainte de l'international et donc du coup que les réseaux, etc., doivent fonctionner partout ou pas parce que tu dis on va se focaliser sur la France et après on verra? Comment tu as géré cette problématique-là? Alors, c'est une bonne question. Ce que je veux pas, en fait, c'est avoir une solution qui ne sera pas déployable à moyen ou long terme à l'international. Après, clairement, aujourd'hui, la priorité, c'est de démarrer sur la France et comme notre MES, et ensuite déployer sur la France. Ce qui ne veut pas dire que si on a d'autres pays qui sont intéressés ou qui ont des problématiques, on puisse étendre le déploiement de la solution plus rapidement à l'international, et on le fait. Hein. On l'a fait pour certaines solutions. On a créé pour ça un IT Council qui permet de réunir l'ensemble des patrons des pays autour de la table. C'est quoi? C'est 2 fois par an. Ouais, c'est 2 fois par an. Et chacun d'exposer ses problématiques métiers pour s'assurer qu'on ne commence pas à avoir… Moi, ce que je ne veux pas, c'est que dans un an, en Allemagne, on me dise ah bah tiens, on a mis en place une super solution de maintenance prédictive et qui n'était pas celle qu'on avait décidé de mettre en place pour le groupe. C'est ça que je ne veux pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est faire des POC, identifier la solution qui va être la solution pour le groupe, commencer à la déployer et communiquer aux différents pays sur la solution qui a été choisie, en étant très clair sur le fait que si à partir de maintenant, ils veulent déployer une solution de maintenance prédictive, c'est cette solution qu'on déploie et ce n'est pas une solution qu'ils vont aller trouver de leur côté et qui vont essayer de déployer un peu en shadow IT. Et du coup, sur cette partie-là, dans la sélection donc, des usines et des directeurs d'usines qui ont du temps, tu parles de la France, mais imaginons que tu as, je sais pas moi, l'Espagne ou l'Allemagne, c'est quoi ton second plus gros pays après la France? Ouais, c'est l'Allemagne. Ben, imaginons que l'Allemagne soit ton second plus gros pays. Est-ce que tu fais en sorte que pour les mouiller aussi, qu'ils puissent faire eux aussi les tests dans ton POC pour que tu aies les 2 plus gros pays qui est choisi ensemble et donc du coup le reste suivant? Parce que sinon, si tu restes très franco-français, ça peut faire très le français avec sa baguette et son béret qui impose la solution à tous les autres pays. Ouais, c'est vrai. Ou est-ce que tu n'as pas mis ça en place parce que c'est plus compliqué directement? On l'a mis en place, mais après, l'acquisition en fait de Créaton est assez récente. Donc, pour le moment, en fait, ils sont dans une démarche qui a été pendant un an de se concentrer sur leur carve-out. Là, en fait, alors c'est pas sur la maintenance prédictive, mais sur la partie MES. La partie MES, ils ont dans l'idée de déployer une solution de MES et effectivement, on est en discussion avec eux là-dessus. Ok, mais du coup, sur la partie POC là, de la maintenance prédictive, non, pour l'instant, mais effectivement, on ne les a pas impliqués, non, pas pour l'instant. Okay. Mais c'est un bon point, mais c'est une bonne remarque, c'est un bon point. Ok. Non, mais ouais, j'essaie de comprendre comment tu t'y prends pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Parce que c'est toujours quand même après, si tu veux, l'exercice qui est délicat, c'est que quand tu as un processus de décision, plus tu mets de personnes autour de la table, plus ça devient compliqué aussi. Donc du coup, il faut trouver le juste milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Si dans un an, on arrive et on dit aux Allemands, la solution de maintenance prédictive, c'est celle-ci et vous n'avez pas le choix, et qu'ils n'ont pas du tout été impliqués dans le projet à la base, tu vas ramer. Ça risque de grincer, ouais clairement. Mais après, voilà, là, c'est une acquisition récente, il n'y a pas encore la mise en place. C'est ça. J'imagine ça, il y a des contextes autres qui font que c'est compliqué. Voilà, c'est-à-dire que les priorités jusqu'à présent étaient vraiment ailleurs. J'imagine. Ok, très clair. Est-ce que du coup, quand dans le choix de ces solutions, avec tout ce côté, tu vois que tu vas tester, puis à un moment donné, tu vas choisir, les solutions peuvent être à différents degrés de maturité sur l'international ou sur certains types de connecteurs. Est-ce que tu vas mettre dans le cadre d'un contrat cadre
par exemple, le fait qu'il faudra qu'à horizon 2 ans, puisse être déployé, moi, dans tel et tel pays, qu'il y ait un connecteur, je ne sais pas moi, Power BI, des choses comme ça, ou c'est pas comme ça que tu fais les choses? Alors, c'est comme ça que je le fais, mais pas là-dessus. OK. En fait, sur d'autres solutions, effectivement, à partir du moment où je sais que c'est une solution groupe, mais alors ça va plus être sur des solutions côté commerce, marketing ou juridique, enfin des fonctions support. OK. Là, d'emblée, il faut que ça soit des solutions internationales. Sur la partie industrielle, les problématiques en fait peuvent être relativement différentes d'un pays à l'autre. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel j'insiste. Mais après, clairement, une fois qu'on aura choisi la solution, si je reprends notre projet MES, c'est typiquement un des éléments des questions qu'on se pose, clairement. OK. Non, mais c'est super intéressant la façon dont. Enfin, c'est quand même complexe d'aborder toute la problématique de. On pourrait dire, ben, c'est bon, les solutions sont matures. Mais en fait, pour pouvoir vraiment tester, valoriser les ROI, avoir le temps des métiers, avoir les métiers dans des usines de différents peut-être pays pour pouvoir faciliter l'adoption plus tard, plus le fait de savoir un peu dans la montée en puissance les contraintes qu'il va y avoir sur le choix de la solution. Tout ça, ça fait quand même un paquet de, Ouais, de steps à réussir, quoi. ouais, mais clairement, clairement, clairement. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés que tu trouverais intéressant d'aborder ou de revenir? Je dirais qu'en fait, enfin, ce qui va être essentiel ensuite, c'est vraiment la partie conduite du changement, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, l'adoption de la solution, une fois que la solution sera en place, c'est vraiment ça. Et le bouche à oreille qu'il va y avoir sur la valeur qu'apporte la solution, c'est vraiment ça qui va permettre ou pas le passage à l'échelle. Donc, du coup, ce qui est hyper important, c'est que la personne côté industrie, que ça soit une personne influente, que ça soit une personne qui non seulement soit chef de projet de la solution en question et du POC, etc., pendant la phase actuelle, mais il faut également qu'ensuite, cette personne joue un rôle d'ambassadeur et de promoteur de la solution qui va être mise en place, de façon à, que la solution soit utilisée enfin, sur le site en question, et deux, de faire des retours d'expérience positifs, qu'il y ait une espèce d'émulation qui soit générée autour de la valeur apportée par la solution. Parce que sinon malheureusement, et c'est exactement ce qui s'est passé pour notre projet MES, hein. C'est-à-dire qu'on a développé un site pilote, et puis voilà, de fil en aiguille, on a un site qui nous a dit on a entendu parler de ce nouveau MES, on le veut absolument, et puis nous aussi, ça a fait gagner ça. Et donc finalement, une fois que la mayonnaise a pris, c'est plus qu'une question finalement de déploiement, de planning de déploiement, de ressources, etc. Mais ça se gère. Ce qu'on maîtrise beaucoup moins, c'est la volonté des équipes métiers à vouloir mettre en place ou non une solution. Et est-ce que à ce niveau-là, c'est super intéressant ce que tu dis sur la partie plan de communication aussi, tu vois, parce que créer des supports de vidéos, faire vivre un retour d'expérience, c'est pas juste un mail en disant ça s'est super bien passé. Est-ce que c'est toi et tes équipes qui le font? Est-ce que c'est toi et tes équipes en coopération avec le marketing et la com interne? Est-ce que tu vois, il y a une vraie Non, stratégie? on a un vrai. Mais en fait, moi, j'essaie toujours de partir de mon jugement personnel. C'est-à-dire que si demain, je vais acheter une Renault et que c'est le commercial de chez Renault qui me dit que la Renault, je ne sais quoi, c'est la meilleure bagnole, je ne suis pas sûr d'être convaincu, quoi. Son métier, c'est de vendre des Renault, donc évidemment, il ne va pas me dire le contraire. Par contre, si toi, tu me dis, écoute, j'ai acheté une Renault, elle est vraiment top pour en faire ci ou ça, etc. Là, la vie va avoir beaucoup plus de poids. Et c'est d'ailleurs la tendance qu'on voit de plus en plus sur le web, où finalement, si on prend les tests de voitures, de motos, de ce qu'on veut, on se rend compte en fait que l'avis des journalistes, il a presque aujourd'hui moins de poids dans le choix d'un achat que l'avis du youtubeur X ou Y qui est beaucoup plus réaliste et avec qui on arrive à beaucoup mieux s'identifier. Et donc, je pense qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que si c'est moi, DSI et directeur de la transfo digitale, qui dit la solution qu'on a mis en place de maintenance prédictive est excellente, il faut absolument la déployer sur d'autres sites, ou le directeur industriel,
Tout le monde va dire oui, parce qu'on fait partie de la direction générale et ils ne vont pas dire le contraire, mais au fond, je ne suis pas sûr qu'ils soient convaincus et qu'ils fassent vraiment ce qu'il faut pour que ça avance. Par contre, si c'est l'opérateur qui au quotidien est confronté à des problèmes de maintenance, qui lui témoigne dans une vidéo ou dans notre magazine interne en disant voilà ce que m'a apporté la solution, là ça a beaucoup plus de poids et c'est comme ça qu'on y arrive. Et du coup, c'est quoi Alors moi, je comprends tout à fait. Par contre, c'est pour pouvoir vraiment mettre en place cette logique-là, c'est des moyens aussi en termes de communication, c'est-à-dire des gens qui interviewent, qui écrivent. Tu as parlé de magazines internes. Oui, on a un magazine interne en fait qui s'appelle Téréal Mag, Okay. qui est un magazine qui est publié plusieurs fois par an. Et justement, c'est vraiment régulièrement en fait, on a une page ou une double page sur le projet MES, la RPA, donc projet Robotic Process Automation, etc., etc. Et donc, et sur notre intranet. Et donc, avec ces deux vecteurs de communication, on arrive vraiment à toucher l'ensemble des salariés. Et c'est ça qui permet effectivement d'arriver à motiver les projets de déploiement. Ok, d'accord. Non, c'est très clair pour moi. Je pense qu'on a fait un beau tour de l'enjeu et de la problématique. Donc, du coup, on se revoit dans 18 mois pour parler du bilan, c'est ça? Ouais, alors 18 mois, c'est peut-être un peu court. Mais si après, on pourra refaire une interview sur autre chose d'ici là. mais la maintenance prédictive. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Moi, en fait, je suis vraiment convaincu. Je me dis, je vois pas comment ça peut ne pas. Pour moi, ça peut pas ne pas marcher. Alors après, on peut être déçu parce qu'il y a peut-être moins de valeur que ce qu'on avait prévu. Mais voilà, sur le principe, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc, je suis assez confiant sur le bilan. Maintenant, ce qui sera intéressant, effectivement, c'est de voir en termes de chiffres, qu'est-ce que ça a vraiment apporté en termes de gains de prod, etc. Mais effectivement, on verra dans quelques mois. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!